Retail for Humans, le podcast d'Altavia. Quand on achète quelque chose pour son chien ou son chat, on n'achète pas pour soi. On achète pour quelqu'un qu'on aime et qui ne peut pas parler. Ce qui, paradoxalement, ouvre une conversation très riche sur la manière dont nous, humains, exprimons notre attachement, nos rituels et nos manières d'être au monde. Les animaleries sont un cas particulier dans le retail. Ce ne sont pas seulement des lieux d'achat, ce sont des lieux où se joue quelque chose d'intime, la relation entre un maître et son animal. Dans les prochaines minutes, nous allons parler comportement, émotions, concurrence du e-commerce, calendrier de l'Avent pour chiens ou chats, sociologie des maîtres et de ce que l'observation de ce marché peut nous apprendre sur la société dans son ensemble et sur nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Retail for Humans, le podcast qui explore ce que le commerce révèle de nous. Je suis Nathan Stern, directeur d'études chez Altavia et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Robinet, directeur marketing d'Animalis, l'enseigne spécialiste des produits pour animaux, une enseigne qui a passé le cap symbolique des 100 magasins ces derniers mois. Bonjour Benjamin, merci d'être là. Pour commencer, je voudrais vous proposer de me parler en quelques mots de vous. Qui est Benjamin Robinet ? Bonjour Nathan, déjà merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je suis Benjamin Robinet, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. C'est une vaste question, mais professionnellement, ça fait 17 ans maintenant que je travaille dans le retail. J'ai commencé à la Fnac au moment où Amazon arrivait sur le marché, donc réorganisation permanente, révolution permanente. J'ai ensuite travaillé chez GoSport, où j'ai participé à la restructuration de l'entreprise et sa revente. Et je suis depuis 3 ans maintenant chez Animalis, en tant que directeur marketing, communication et aussi e-commerce. Et là aussi, il s'agit d'un projet de transformation, puisque l'entreprise existe depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Mais on va dire que c'était une belle endormie. Une entreprise sur un marché extraordinaire, on va en parler, je pense. Vraiment avec des atouts et des personnes qui la composent qui sont incroyables. Mais voilà, qui manquait ce petit truc pour s'imposer. Et donc, la nouvelle équipe qui est arrivée depuis 3 à 4 ans et dont j'ai la chance de faire partie est là pour donner cette petite impulsion et transformer l'entreprise. D'accord, donc 3 expériences de transformation profonde. Je vous propose de passer maintenant à ce qui fait la particularité de votre univers, le retail animalier, un marché où l'on n'achète pas pour soi, comme je le disais. Encore 3% de croissance en 2024. Selon vous, que dit la croissance continue du marché animalier sur notre société dans un environnement où d'autres secteurs n'ont pas cette même chance ? Alors c'est vrai que c'est un secteur particulier du fait de sa croissance continue depuis 7 ou 8 ans maintenant. Chaque année, la croissance est entre 3 et 7-8%, parfois un petit peu plus. Il y a plusieurs explications, plusieurs mouvements de fond autour de ça. Alors, il y en a un, je dirais un principal, qui est que avoir un animal, c'est génial. C'est extraordinaire et donc je pense que de plus en plus de Français, mais en fait c'est pas que le marché français, hein, dans le monde entier, c'est un marché qui se développe. Les gens s'en rendent compte de plus en plus, ça se développe, ils adoptent ou ils achètent des animaux. Donc c'est juste du bonheur et donc ça se propage. Il y a de plus en plus d'animaux en France. Aujourd'hui, c'est environ 10 millions de chiens, un petit peu moins, et 15 à 16 millions de chats. Je ne parle pas des poissons, des oiseaux, des nouveaux animaux de compagnie, ce qui sont aussi des populations qui se développent, mais la plupart c'est chiens et chats et ça a été en croissance. Ça se calme un petit peu maintenant. Depuis 2 ans, il y a un petit peu moins d'adoption, mais le marché continue à être dynamique, porté par d'autres éléments. En premier lieu, je pense que depuis le Covid, il y a eu un véritable mouvement vers à la fois plus de nature, plus d'espace. Et donc, pour combler cet espace, les animaux ont été une direction vers laquelle se sont tournés les Français. Beaucoup plus de chiens, plus de chats. Il y a aussi plus de solitude.
Et donc, comme je l'ai dit, ce sont vraiment des êtres extraordinaires qui viennent complètement remplir une vie, remplir un espace. Donc voilà, c'est pas complètement un hasard si c'est concomitant avec la baisse de la natalité, avec l'urbanisation qui entraîne un petit peu plus de solitude. Et le dernier point, je dirais qu'il y a aussi une forme de développement de l'anthropomorphisme. Il y a plus d'animaux, on les aime de plus en plus, et puis on les considère de plus en plus comme des membres à part entière de la famille. Et donc, l'époque où on leur donnait les restes du repas et un vieux chiffon pour jouer est terminée. Maintenant, ils ont leur menu à eux, leurs aliments qui sont variés, donc ils n'ont pas qu'un type d'aliment, ils ont leur jeu, ils ont leur couchage. Voilà. C'est plus le chien qui est sur une carpette qu'on lave jamais au fond d'un garage. Il a son petit lit à lui dans le salon, voire dans la chambre de ses parents. Il a ses menus et on va en parler de certains produits qu'on pensait exclusifs pour les humains. Maintenant, tout ça existe pour les animaux et donc ça participe au développement du marché, mais aussi au bonheur des animaux et de leurs maîtres. À mesure que l'animal devient de plein droit un membre de la famille, est-ce qu'il acquiert un pouvoir de prescription? Est-ce qu'il devient quelque part le pilote de sa consommation? Est-ce qu'il joue un rôle dans les décisions d'achat des maîtres? Alors, ce que veulent les maîtres pour leurs animaux, on dit parents aussi maintenant, ce qu'ils veulent pour les animaux, c'est que leurs animaux soient heureux et ça passe par leur santé. Donc, le premier prescripteur, c'est souvent sur la partie alimentation. C'est souvent le vétérinaire qui va recommander le meilleur produit en fonction du poids, de la race, de l'âge. Voilà. Les parents d'animaux sont aussi prescripteurs, ils décident de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que l'animal, il décide de rien. C'est un prescripteur indirect. Nous, on le voit en magasin quand il y a des chiens qui sont présents. C'est pas rare qu'ils craquent sur une petite friandise, un snack, ou qu'ils accrochent particulièrement sur un jouet dans un rayon et qu'ils se mettent à remuer la queue en s'imaginant jouer avec. Mais c'est comme des enfants dans un magasin de jouets. C'est pas rare que les parents craquent et puis se fassent plaisir en faisant plaisir à leur animal. Donc oui, c'est un prescripteur indirect, vous l'avez dit, qui ne peut pas parler, mais qui a d'autres moyens de se faire comprendre. Quelle proportion des maîtres ou des parents, des pet parents, des propriétaires, il y a une certaine diversité de dénominations, quelle proportion des maîtres viennent avec leur animal dans le magasin? Alors c'est difficile à dire, je dirais environ 10%. C'est plus le cas dans nos magasins de périphérie. Dans les centres-villes, c'est vrai que c'est très chat. Donc, les clients ne viennent pas avec leur chat, puisqu'ils sont quand même moins... Ils aiment moins le monde. Voilà, ils sont plus à la maison. Mais on a beaucoup de chiens dans les magasins de périphérie, mais aussi en centre-ville. Si vous allez à Paris 11, à Paris 18, vous verrez que nos clients viennent avec leurs chiens. Et c'est vraiment... C'est génial. Enfin, franchement, ça met une ambiance dans le magasin qui est extraordinaire. Les chiens se rencontrent, les chiens découvrent les produits et les chiens essayent les produits. Donc, c'est vraiment génial à observer. Donc, c'est vraiment une sortie conjointe. On fait les courses avec son animal. Ça m'intéresserait que vous me parliez un petit peu des rituels et notamment des produits sur lesquels s'appuient certains rituels. J'ai été frappé par le succès, semble-t-il, du calendrier de l'Avent pour chien ou chat. Qu'est-ce que ça dit? De quoi c'est le symptôme pour vous, cet incroyable intérêt pour ce genre de produit dont on imagine qu'ils supportent, qu'ils soutiennent des rituels quotidiens de distribution de la petite friandise, du petit snack? Je vous écoute là-dessus. Alors effectivement, les calendriers de l'Avent cette année, et particulièrement cette année, ça a été un énorme succès commercial. Il y a énormément de parents d'animaux qui ont craqué sur le calendrier de l'Avent, mais c'est aussi le cas sur beaucoup d'autres articles qui permettent d'enclencher une forme de rituel avec ces animaux. Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça dit? En fait, ça ressemble à la relation que certains peuvent avoir avec des enfants et qu'ils essaient de construire quand on ne peut pas encore discuter, parler. Ça passe par d'autres choses, des caresses, des câlins et des petites attentions. Le calendrier de l'Avent, ça s'inscrit complètement là-dedans. Tous les jours, ça permet de partager un petit moment avec son chat, avec son chien. Et de s'accomplir en tant qu'être humain d'une certaine façon, tout en faisant plaisir
à l'animal. Et puis, c'est bon pour l'humain, c'est bon pour l'animal. Donc, ça coche vraiment toutes les cases et on est ravis de participer à ça. Est-ce que sur Noël, vous avez aussi observé un pic des ventes? Est-ce qu'ils ont droit à leur cadeau de Noël, les amis de la maison, ou c'est un peu autre chose? Ils ont complètement droit à un cadeau de Noël. C'est des membres de la famille. Donc, il y a dans beaucoup de familles, si vous en parlez autour de vous, moi, dès que je raconte que je travaille chez Animalis, d'un coup, la parole se libère un petit peu sur les animaux. Et en fait, on découvre que c'est absolument normal. Et en fait, ce serait impensable de ne pas offrir un cadeau de Noël à son chien ou à son chat. Vous savez, là où il y a des familles un peu nombreuses, où les oncles offrent à leur ou tantes, à leurs neveux, à leurs nièces, là, en fait, les oncles vont offrir même aux animaux des autres. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, bon, je l'ai dit, je le redis, mais c'est un membre de la famille. Donc, ça paraîtrait vraiment absurde de ne pas lui offrir un cadeau. Donc nous, on le voit, c'est des déguisements, c'est des jouets, c'est des vêtements, c'est des friandises, de la nourriture, des choses qui sont bonnes pour la santé, de la santé bucco-dentaire, de la santé... Enfin voilà, il y a énormément de choses qui existent et qui font plaisir en même temps. Et tout ça, on voit les ventes augmenter à Noël. Merci pour ces réponses. Parlons maintenant d'un sujet un petit peu plus stratégique, la capacité du magasin à résister dans un contexte où le e-commerce continue de prendre des parts de marché. Donc c'est une situation que vous avez rencontrée à la Fnac, avec l'arrivée d'Amazon, la montée en puissance d'Amazon, chez Gosport, chez Animalis aussi. Il y a bien sûr des concurrents très agressifs sur le e-commerce. Alors dans un monde où tous les produits peuvent être achetés en ligne, sans sortir de chez soi, qu'est-ce qui donne envie à vos clients de faire le déplacement, de vivre l'expérience et de revenir avec les produits de leur choix? Comment expliquez-vous cet intérêt pour l'expérience en magasin de la part de vos clients? Alors il y a plein de choses. Bon, déjà, Animalis a un site internet, hein, donc acheter sur internet, il y a plein de vertus. Voilà, c'est pratique, on est dans son canapé. Il y a plein de vertus à ça. Le magasin, ce qu'il apporte, c'est déjà l'immédiateté. Je sors du magasin. J'ai mon jouet, j'ai mon sac de croquettes, j'ai l'alimentation complète pour mon animal. J'ai pas à attendre 2 ou 3 jours pour gâter, pour faire plaisir à mon animal. Et on l'a dit, hein, on est dans un monde très émotionnel. Et donc, l'achat plaisir, il est important. Et donc, l'achat plaisir, c'est aussi l'immédiateté. On a envie de faire plaisir immédiatement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est vraiment le conseil. Avoir un être humain en face de soi, ça peut être remplacé par, je pense, absolument rien. Et c'est particulièrement le cas quand on parle des animaux. Parce qu'on est très attaché à leur santé, on est très attaché à leur bien-être. Donc c'est très important d'avoir un être humain en face de soi qui vous explique les bienfaits de tel produit, mais que c'est peut-être pas adapté, parce que si le chien est là, ça va se générer des moments extraordinaires. Hein. Si le chien est là, non, c'est pas la bonne race, je vois que son poil, il est comme ça, c'est peut-être plutôt ça qu'il vous faut, faites-le vous confirmer par le vétérinaire, mais moi je vous recommande ça. Voilà, c'est des moments qui ne peuvent pas exister à travers un écran, évidemment. Et puis après, il y a l'expérience, ça rejoint un peu cette partie-là, hein. Mais dans le magasin, vous rencontrez d'autres chiens, vous rencontrez d'autres maîtres, vous touchez les produits. Donc pour l'achat d'une croquette, c'est peut-être pas indispensable, mais quand on veut acheter un couchage ou une laisse en cuir, là d'un coup, ça devient quand même un petit peu important de le toucher, de l'essayer avec son animal. On propose des services de toilettage. Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles à faire quand on n'est que sur Internet. D'accord. Vous parlez de services de toilettage et j'ai l'impression qu'il y a un élargissement de la gamme des produits et des services qui sont offerts aux parents d'animaux. On a des notions d'album, on a des notions d'assurance, on a des notions de colis intelligents qui sont vendus avec des abonnements. Donc on sent que l'équipement de l'animal est de plus en plus substantiel et aussi avec peut-être un peu plus de rationalité, des notions de prise en charge vétérinaire un peu mieux maîtrisées au niveau des coûts, etc., et des soins. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? Ça rejoint le mouvement d'humanisation et la volonté des maîtres de donner le meilleur à leurs animaux. Donc, il y a énormément de services qui se développent aujourd'hui autour de ça. Alors, on en entend beaucoup parler parce que c'est assez rigolo, c'est
c'est des choses qu'on n'imaginait pas encore il y a 5-6 ans. Et donc, voilà, on lit des articles sur le sujet. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est millionnaire ou milliardaire avec un service particulier sur les animaux, enfin, de ceux dont on peut parler. L'assurance, en France, ça marche bien, mais on est loin quand même des taux d'adoption des pays anglo-saxons. Alors peut-être parce que les Français sont habitués à pas forcément payer énormément pour leur santé. Il y a des hôtels pour animaux, il y a des spas pour animaux. Vous pouvez aller vous faire un petit soin pour votre chat, un petit coupe-griffe, un petit refresh sur le pelage, puis faire donner du plaisir encore une fois à son animal. Il y a des cimetières pour animaux qui se développent maintenant avec vraiment des cérémonies, toutes ces choses-là. Donc, ça va loin dans l'anthropomorphisme et l'humanisation des animaux. Mais encore une fois, c'est bon pour les animaux, ça permet aux humains de s'accomplir aussi. Et donc, moi, j'y vois que du positif. En magasin, on voit qu'il y a des corners adoption avec un vrai travail de sensibilisation des futurs parents au fait que c'est une responsabilité, que ça a des conséquences, que ça a des coûts. On voit aussi que dans vos magasins, il y a toute cette dimension d'écosystème qui est mise à l'honneur. Ça m'intéresse que vous m'en disiez un petit mot aussi sur ces équipements et ces services qui accompagnent l'expérience d'achat en magasin. Alors, on propose pas mal de services. Il y a le toilettage, il y a des assurances, il y a de la garde d'animaux. L'adoption, effectivement, qui n'est pas vraiment un service, hein, c'est plus... nous, on veut qu'un maximum de Français connaissent cette joie d'avoir un animal avec soi. Et donc, on a créé Animalis Adoption, et où, en fait, on met en relation des refuges avec... des Français qui ont un projet d'adoption. Et donc, on accélère en fait ces projets d'adoption, on les clarifie, et effectivement, on explique vraiment très clairement ce que ça implique. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une adoption qui ne prend pas, il n'y a rien de pire qu'un adoptant qui n'a pas bien compris et qui va finir par abandonner. Enfin, voilà, c'est évidemment le pire qui puisse arriver. Donc on préfère qu'il n'y ait pas d'adoption plutôt qu'une adoption ratée. Et donc c'est hyper important pour nous sur toutes les étapes, évidemment de respecter la législation sur les adoptions, mais d'aller encore plus loin dans la prévenance et dans l'explication de ce que ça doit impliquer en termes d'investissement de temps, investissement émotionnel, investissement d'argent. Voilà, on explique tout ça pour que les adoptions se passent au mieux. On a près de 3000 adoptions qui ont été réalisées aujourd'hui via Animalis Adoption. On est hyper fiers de ça. Et on est ravis d'apporter notre petite pierre à cet édifice-là. On voit aussi que le statut de l'animal est en train un peu d'évoluer aussi chez d'autres retailers. On peut penser à Starbucks, qui a lancé le Pupuccino, à McDonald's, qui a lancé le Happy Doggy. Pour 3,50 €, on peut avoir un jouet surprise pour son animal. On sent que l'animal est reconnu et que les maîtres, les parents adoptifs de ces animaux sont quelque part reconnaissants aux enseignes qui donnent enfin une place à un animal qui a une place importante dans leur vie, donc à un être qui a une place importante dans leur vie. Donc comment vous interprétez cette évolution du marché en général, puisqu'on là on parle de Starbucks et de McDonald's qui ne sont pas a priori connectés à cet univers? Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un besoin et qu'il y avait une demande. Et donc, en fait, ils y répondent. Et c'est un moyen aussi de faire du business, hein, évidemment. Mais encore une fois, en donnant du bonheur aux animaux. Alors, j'ai vu effectivement qu'ils lançaient ces offres-là. J'ai pas creusé, j'ai pas regardé exactement ce qu'ils proposaient. Je doute pas que c'est des choses de qualité. Parce que sinon ils vont se planter, hein, si c'est juste la partie business et qu'ils oublient la partie vraiment perfection de l'offre et ce qu'attendent les parents d'animaux. Donc je doute pas que c'est de qualité. Et puis je doute pas aussi qu'il y a des amoureux des animaux dans les autres entreprises et qu'ils ont aussi envie de partager ça d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup d'hôtels aussi des hôtels haut de gamme qui proposent aussi maintenant des menus pour les animaux. Je commence à voir ça, des restaurants où voilà, vous allez au restaurant et vous avez le petit menu pour le chien. Donc ouais, c'est des choses qui se développent
énormément. Et il y a une vraie demande des parents d'animaux que leur animal soit accueilli avec un petit truc particulier, quoi. Donc on le voit, voilà, on le voit dans les hôtels, on le voit dans les restaurants. C'est des offres qui commencent à se développer. Est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle arriver sur votre marché? Il y a des colliers connectés de plus en plus intelligents. Il y a des distributeurs de croquettes qui savent reconnaître quel animal se présente devant le distributeur. Est-ce qu'on va avoir un tsunami d'intelligence qui va envahir les produits, les devices, les différents dispositifs qui accompagnent, ou les équipements qui accompagnent l'animal? Ou est-ce que ça reste un marché assez protégé de cette mouvance, de cette tendance? Je pense que bon, je crois j'ai pas mal dit que ce qui faisait la spécificité et puis de ce marché, c'est que les parents d'animaux, ils cherchent un lien avec leur animal. Donc, si l'intelligence artificielle ou tout autre type de technologie vient renforcer ce lien, ça peut complètement marcher. Si ça vient se mettre entre l'animal et ses maîtres, je pense que ce ne sera pas la bonne chose à faire. Les exemples que vous avez cités, ils sont très bons. Dans certains cas, l'intelligence artificielle et la technologie permettent de rendre l'animal encore plus heureux, d'être plus pratique pour le maître, de lui faire gagner du temps, mais tout en gardant ce lien. Et ça, c'est hyper important. À partir du moment où la technologie viendra un peu se mettre comme un écran entre l'animal et le maître, je ne suis pas sûr que ça prenne. Après, voilà, il y a un potentiel qui est énorme pour rendre les animaux encore plus heureux et être plus pratique pour les maîtres. Donc, je ne doute pas que ça va se développer dans les années à venir. À la lumière de ce qu'on s'est dit, comment vous voyez l'évolution à 10 ans de ce marché, des pratiques? Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer et qu'est-ce que cela impliquera pour vous, animalistes? Alors moi, je pense que les tendances actuelles vont continuer. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme, l'humanisation des animaux va pas redescendre. Donc voilà, là, le marché, il arrive quand même à une certaine maturité. Là, je dirais que la révolution du marché, elle est quand même plutôt derrière qu'à venir. Mais il reste encore, je l'ai dit, il y a la moitié des Français qui ont des animaux, ça veut dire qu'il y a quand même une moitié de Français qui n'a pas d'animaux. Je pense que ça va continuer enfin, le caractère vraiment extraordinaire d'avoir un animal va continuer à se développer. Il y a plus de Français qui vont avoir des animaux, donc ça va devenir quelque chose de encore plus normal. Après, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Voilà, les marchés tech, les produits GPS, les produits, l'accompagnement vraiment avec très technologique des maîtres se développent. Je ne sais pas encore si pour l'instant, ça reste relativement des petits marchés qui se développent très fortement. Je ne sais pas à l'avenir si ça va complètement exploser ou si ça va rester linéaire. Voilà, donc je me risquerai pas à faire des projections, mais voilà, le marché en l'état est déjà assez extraordinaire. Que ce soit en ligne ou en magasin, on voit qu'il y a une pression promotionnelle très forte chez Animalis. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez que c'est un levier essentiel de l'activation commerciale ou si c'est une autre raison qui motive cette pression promotionnelle? Alors, les Français adorent leurs animaux, mais il y en a peu parmi eux qui sont prêts à payer plus cher finalement pour le même produit. C'est-à-dire qu'un parent d'animal, il va vouloir le meilleur, il va se faire conseiller par son vétérinaire, par son vendeur, il va regarder sur Internet, il va sélectionner sa marque, son produit. Mais une fois qu'il a fait ça et qu'il a décidé que c'était ça le meilleur pour son animal, il va chercher le meilleur prix. Et donc, il va faire aucune concession sur le produit. Il ne va pas se dire, bah non, ça c'est la marque que je voudrais, mais en fait j'ai les moyens que d'acheter celle-là. Aujourd'hui, en France, les parents d'animaux, ils préfèrent vraiment downgrader leur alimentation à eux plutôt que celle de leur animal. C'est quelque chose qu'on observe. Et voilà, donc il n'y a vraiment aucune concession sur le bien-être. En revanche, à produit équivalent, ils vont aller rechercher le prix le moins cher. Et ça, c'est vraiment, peu importe leurs moyens, voilà, c'est un levier qui est hyper fort. Et donc, oui, comme tous les distributeurs d'une certaine taille, on est hyper vigilant sur le prix.
parce qu'on a bien conscience de ça et que c'est aussi complètement notre rôle de réussir à faire économiser aux parents d'animaux, de gagner en pouvoir d'achat au quotidien. Donc voilà, c'est complètement notre rôle et on veut le jouer à fond, donc on met énormément d'énergie sur le sujet. Le programme de fidélité de Animalis, il démarre sur une base assez transactionnelle, mais on sent qu'il y a une petite dimension communautaire qui est en train de survenir. Dites-moi si je suis à côté. Non, alors on commence par la partie transactionnelle. On transforme encore l'entreprise et comme je disais, je reprends, pardon. On a commencé par la partie transactionnelle et effectivement, on est en cours de transformation de l'entreprise, donc on apprend à mesure qu'on avance. C'est la première chose que demandent les clients, c'est du transactionnel. On peut se raconter des histoires, voilà, mais la première chose qu'ils regardent sur un programme de fidélité, c'est combien ça rapporte. Et après, effectivement, on crée cet écosystème pour les aider, leur faire gagner du temps et leur faire gagner de l'argent. Donc, effectivement, on propose de l'assurance avec un partenaire, on propose de la garde d'animaux avec un partenaire. Voilà, on a parlé un petit peu de l'adoption. Il y a deux choses qui vont arriver et on pense qu'on est dans notre rôle en apportant ça aux parents d'animaux en France. On va passer au cashback. Donc, c'est une rubrique un peu rythmée. Je vous explique le concept. Je vous pose une question un peu directe et puis vous essayez de répondre de manière un peu directe et intuitive. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Impeccable. Alors, on peut démarrer. Les propriétaires d'animaux sont plus rationnels ou plus émotionnels que les autres consommateurs ? Émotionnel pour faire plaisir, mais quand même rationnel sur la partie santé et bien-être de l'animal. La plus grosse erreur qu'un retailer fait encore dans l'animalerie et dont on espère que Animalis ne la fait pas. Je pense que c'est sous-estimer la puissance du lien social, de l'humain et d'essayer de tout automatiser. C'est pas ce que recherchent les parents d'animaux, je pense. Très bien. Si l'animal pouvait payer, est-ce qu'il achèterait plus ou moins que son maître, selon vous ? Je pense que si un enfant pouvait payer dans un magasin de bonbons, il achèterait tout. Donc l'animal, s'il pouvait payer, il dépenserait beaucoup plus. Diriez-vous que l'expertise humaine en magasin, elle est sous-valorisée, survalorisée ? Chez nous, je pense qu'elle est valorisée à sa juste valeur, mais au global, plutôt sous-valorisée. Okay. Alors, le retail animalier, vous diriez que c'est plutôt un business ou plutôt un service ? C'est une expérience et c'est des services. Après, le business suit, parce qu'il en faut aussi pour que ça existe, mais c'est avant tout une expérience et une expérience d'expertise et puis des services. Dans 10 ans, vous voyez plus de magasins, autant de magasins, beaucoup plus de magasins. Comment vous percevez l'avenir ? Peut-être moins de magasins ? Plus de magasins. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense qu'il y aura plus de magasins. Merci. Le client, pour vous, il cherche surtout de la simplicité quand il vient en magasin ou il cherche de la considération ? Sans aucun doute, de la considération. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas simple, mais il y en a d'autres qui le font très bien, qui sont très froids, très simples, très directs. Nous, le client qui vient chez Animalis, il veut pas toujours, les cas sont multiples, mais il a envie qu'on lui parle, qu'on voit son animal, qu'on discute de ça. Enfin, c'est une passion qu'on partage et donc on veut la partager. Pour finir, je veux bien vous poser une dernière question sur ce que votre expérience chez Animalis vous a appris de plus inattendu sur l'humain, sur nous. Alors, je ne pense pas du tout être suffisamment sage, encore avoir atteint ce niveau d'illumination pour donner des enseignements. Mais si je dois partager quelque chose, je pense que c'est que, à la fois dans l'analyse des humains en tant que clients, mais aussi l'analyse des humains en tant que collègues, équipes et aventures collectives dans les projets de transformation dont on a parlé, c'est qu'il faut savoir rester humble, accepter qu'on ne comprenne pas tout, pas toutes les contradictions, pas toutes les irrationalités des autres et les siennes, et que c'est souvent comme ça que, je dirais même c'est exclusivement comme ça qu'on progresse. Un grand merci Benjamin pour cette plongée au cœur d'un univers qui en réalité en dit autant sur l'humain que sur l'animal. Ce que je retiens, c'est qu'un magasin animaliste n'est pas seulement un lieu de vente, c'est un lieu où se vit ce lien qui fait du bien, le lien à l'animal. Et donc merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le à quelqu'un qui aime un animal ou à quelqu'un qui aime le commerce, ou les deux. Et donc à très bientôt dans Retail for Humans.
C'était Retail for Humans, le podcast d'Altavia.